As-tu déjà ressenti que quelqu'un que tu aimais profondément ne te valorisait pas comme tu le méritais? As-tu expérimenté cette douleur qui surgit lorsque tu donnes tout pour une relation, mais que l'autre personne semble ne pas reconnaître ton effort et ton sacrifice? Cette histoire peut résonner en toi, car bien souvent, l'amour non réciproque ou une relation déséquilibrée peut nous faire sentir invisibles, comme si nous n'étions pas assez importants pour celui ou celle qui occupe une place centrale dans nos vies. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo sur Mariana, vous connaissez déjà son histoire. Une femme forte qui, entre l'amour et la dépendance, a essayé de construire une vie stable avec son partenaire, Alejandro. Avec de grands espoirs, Mariana a lutté pour maintenir la relation, supportant ses absences, ses promesses vides et sa dépendance envers sa famille. Mais cette relation, loin d'être une source de joie, est devenue un fardeau qui affectait à la fois sa fille et elle-même. Si tu ne connais pas encore la première partie de cette histoire, nous t'invitons à la regarder. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire et te connecteras à chaque étape de son expérience. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous allons explorer un moment crucial, le point où Mariana, après tant d'efforts, prend enfin la décision de poser des limites et de rompre avec Alejandro. Nous te promettons qu'en suivant cette histoire, tu découvriras de précieuses leçons sur l'importance de l'amour propre, l'établissement de limites et le pouvoir que l'on acquiert lorsque l'on s'éloigne de ceux qui ne nous valorisent pas. De plus, nous verrons comment ce processus de séparation entraîne des changements inattendus et comment, bien souvent, ceux qui ne savaient pas valoriser finissent par avoir besoin de ce qu'ils ont laissé partir. Au fur et à mesure que nous avancerons dans l'histoire de Mariana, nous ferons une pause à des moments clés pour te partager des réflexions de psychologues et d'experts en estime de soi. Ainsi, tu comprendras non seulement ce qu'elle vit, mais aussi comment appliquer ces leçons dans ta propre vie. Parce qu'au final, nous méritons tous d'être valorisés, et ce n'est qu'en apprenant à le faire que nous pouvons atteindre une vie pleine et remplie d'amour propre. Mariana sera-t-elle capable d'aller de l'avant et de construire une vie sans dépendre d'Alejandro, ou les sentiments et la nostalgie la ramèneront-ils dans le même cycle? Accompagne-nous dans ce nouveau chapitre pour découvrir cela. La relation de Mariana avec Alejandro est devenue le reflet du rôle que beaucoup de femmes, ne ressentant pas de sécurité émotionnelle et économique, adoptent, celui de la femme dévouée et dépendante. Dans le cas de Mariana, l'amour qu'elle ressentait pour Alejandro était profondément entrelacé avec la dépendance qu'elle avait développée envers lui, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que soutien offrant stabilité économique et figure paternelle pour sa fille. Ce type de lien, comme l'indiquent divers psychologues, conduit souvent à un déséquilibre où le sacrifice devient un acte constant et où l'amour se transforme en un attachement qui, plus que de nourrir, étouffe et limite la croissance personnelle. D'un point de vue psychanalytique, la relation de Mariana peut être interprétée comme un transfert de dépendance. Dans sa théorie, Freud explique comment certaines carences émotionnelles et besoins non résolus dans l'enfance peuvent se projeter dans les relations adultes. Pour Mariana, le besoin de sécurité et de stabilité s'est consolidé autour d'Alejandro, faisant de lui non seulement son partenaire, mais aussi le pilier émotionnel et économique sur lequel elle a construit sa vie. Ce transfert l'a rendue de plus en plus dépendante, au point de supporter sa relation avec sa mère et d'accepter résigner le rôle secondaire qu'elle occupait dans la vie d'Alejandro. Jean Piaget, dans ses études sur le développement cognitif et émotionnel, propose que les expériences et les apprentissages précoces conditionnent notre manière de nous relier aux autres. Mariana avait intériorisé que sa valeur dans une relation dépendait de sa capacité à se sacrifier, à être présente, peu importe le prix émotionnel qu'elle devait payer. Son lien avec Alejandro est devenu un reflet d'une construction mentale dans laquelle l'amour est confondu avec le sacrifice et où la douleur est justifiée comme faisant partie de l'engagement. D'un point de vue piagétien, Mariana était piégée dans un cycle d'apprentissage où la dépendance semblait une forme valide de démonstration d'affection, même si cela signifiait ignorer ses propres besoins. Carl Jung, avec son concept d'ombre, aide à comprendre un autre aspect de la relation de Mariana. Pour Jung, l'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous nions ou ignorons, souvent guidés par des peurs profondes. Dans le cas de Mariana, son ombre était la peur de la solitude et de l'insécurité économique, des peurs qu'elle préférait ne pas affronter et qu'elle projetait donc dans sa relation.
L'ombre de Mariana se manifestait dans son besoin de rester aux côtés d'Alejandro, même lorsque cela signifiait accepter un lien qui ne la rendait pas heureuse. Son amour pour lui masquait en réalité ses peurs. Les peurs et l'abnégation étaient devenus la manière d'éviter de confronter ses insécurités. Rolando Goicoechea, dans son approche de l'amour-propre, propose que l'amour qui ne respecte pas l'intégrité individuelle n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Pour Mariana, l'amour-propre avait été relégué, son identité et son bien-être se diluaient dans son rôle de partenaire et de mère. Goicoechea soutient que le véritable amour ne nécessite pas de sacrifices constants et ne justifie pas les relations dans lesquelles on doit renoncer à son essence au lieu de construire son identité à partir de ses propres valeurs. Mariana recherchait la validation et la stabilité à travers Alejandro, tombant dans un cycle de dépendance. La vision de Goicoechea démontre que bien que le lien entre les deux ait des éléments d'amour, le manque de respect de sa propre intégrité nuisait à la relation. Après des mois de tension, de promesses non tenues et de sacrifices douloureux, Mariana arriva à un point de rupture. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, l'idée de continuer avec Alejandro lui semblait insupportable. Elle se sentait épuisée, usée, comme si son essence s'était progressivement éteinte. En observant sa fille Valeria, qui commençait aussi à montrer des signes d'inconfort et de tristesse, Mariana comprit qu'elle devait prendre une décision. Cet après-midi-là, lorsqu'Alejandro arriva à la maison, elle était déjà décidée. « Alejandro, nous devons parler », lui dit-elle d'une voix ferme, le regardant droit dans les yeux. Il la regarda surpris, essayant de lire la gravité de son expression, et après un moment de silence, il hocha la tête, s'asseyant sur le canapé. « Que se passe-t-il ?»« C'est encore à propos de ma famille, nous en avons déjà parlé, » dit-il avec un mélange d'exaspération et de fatigue. « Non, Alejandro, ce n'est pas seulement ta famille, ça ne fonctionne plus, » répondit Mariana d'une voix triste mais sûre de ses mots. « Je t'ai tout donné, j'ai supporté tant de choses, mais je n'en peux plus. Je me perds, je perds ma propre vie dans cette relation. Cela doit finir. » Alejandro la regarda abasourdi, sans vraiment comprendre la portée de ses paroles. Il fallut quelques secondes avant qu'il balbutie, incrédule. « Tu es en train de dire que tu veux tout arrêter ? » ?»« Mariana, tu ne peux pas faire ça, je t'ai besoin, » dit-il, sa voix montant en intensité, le désespoir envahissant ses mots. « Je suis désolé, Alejandro, » répondit-elle, essayant de garder son calme. « Cela ne concerne plus seulement toi ou moi. Valeria voit tout ça, elle souffre aussi. J'ai besoin de retrouver ma vie, ma paix. Je ne peux plus dépendre de toi, et toi de moi. Nous ne sommes plus bons l'un pour l'autre. Mais je t'aime, dit-il. Je ne peux pas te perdre. Je promets que cette fois-ci ce sera différent. Je vais vraiment changer, insista Alejandro, les yeux rouges et la voix tremblante. Mais Mariana resta ferme. Elle savait que ses promesses étaient vides, qu'elle avait entendu ces mêmes mots trop souvent. Elle secoua simplement la tête, ne laissant pas la culpabilité ou la douleur la faire reculer. « Je ne peux plus croire en des promesses. C'est définitif, Alejandro. C'est fini, » répondit-elle avec une combinaison de fermeté et de tristesse. Les jours suivants furent chaotiques pour Alejandro. La perte de Mariana le frappa avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. Sans elle dans sa vie, le vide devint accablant. Bien qu'il eût encore sa famille et ses amis, aucun d'eux ne remplissait l'espace que Mariana et Valeria avaient occupé. Il se sentit perdu, déconnecté, et commença à chercher refuge dans l'alcool plus que jamais. Pendant ce temps, Mariana affrontait ses propres défis. La séparation lui avait laissé non seulement le fardeau émotionnel de dire adieu à quelqu'un qu'elle aimait encore, mais aussi la responsabilité financière qu'elle avait jusqu'alors partagée avec Alejandro. En cherchant des alternatives, elle réussit à obtenir un second emploi, ce qui, bien que fatigant, lui permettait de couvrir les dépenses et de dépendre uniquement d'elle-même. Ce fut un moment difficile, mais aussi un moment de libération, de récupération de son autonomie. Mais Valeria ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. L'absence d'Alejandro pesait sur elle, et Mariana remarqua comment sa fille commençait à ressentir comme si la décision de se séparer de lui avait aussi brisé quelque chose en elle. Quelque chose dans leur relation mère-fille. Un après-midi, Valeria s'assit devant elle, les yeux remplis de tristesse et de frustration. « Maman, pourquoi je ne peux pas continuer à voir Alejandro ?
Pourquoi fallait-il que tu le quittes? Il est comme mon père, dit Valeria, la voix tremblante. Mariana inspira profondément, cherchant les mots justes. Elle savait que la séparation avait été dure pour sa fille, mais elle comprenait aussi que cela était nécessaire pour sa propre paix. Mon chéri, je sais qu'il est important pour toi, mais cette relation n'était bonne pour aucun de nous. Alejandro a besoin de temps pour résoudre ses propres problèmes, et j'ai besoin de temps pour être moi-même, expliqua Mariana d'une voix douce, espérant que sa fille pourrait comprendre. Bien qu'elle ait essayé de lui expliquer, la relation entre elles commença à se tendre. Mariana remarqua comment Valeria s'éloignait, comment elle semblait contrariée et distante. Autant qu'elle essayait d'expliquer la situation, Valeria la voyait toujours comme la responsable de lui avoir enlevé la figure paternelle qu'elle avait tant désirée. Pendant ce temps, Alejandro, ressentant le poids de la séparation et l'absence de Valeria, commença à réaliser à quel point il dépendait de cette famille qu'il avait construite avec Mariana. La solitude devint insupportable. Par le passé, il avait utilisé sa relation avec Mariana comme une échappatoire, un refuge qui lui permettait de se sentir valorisé et aimé. Mais maintenant, sans elle et sans Valeria, il comprenait combien sa vie était vide. Sa famille, qu'il avait toujours placée en priorité, ne comblait pas ce vide. Sa relation avec sa mère et ses frères et sœurs lui semblait désormais distante et insuffisante. Il tenta de reprendre contact avec Mariana, lui envoyant des messages et des appels, lui demandant de lui permettre de revoir Valeria, de lui donner une autre chance. Mais Mariana, bien qu'elle comprenne la douleur qu'il traversait, savait que lui permettre de revenir ne ferait que renouveler la dépendance et la souffrance. Alejandro, on ne peut pas continuer ainsi. Ce n'est bon pour aucun de nous. Tu dois apprendre à être seul, à te retrouver sans dépendre de moi ni de Valeria, lui dit Mariana un après-midi avec un mélange de fermeté et de compassion. Alejandro, blessé et confus, ne put que répondre difficilement. Sa voix se brisa alors qu'il lui demandait une dernière chance. « Mariana, j'ai vraiment besoin de Valeria. Elle est comme une fille pour moi. Et toi? Tu es la seule personne qui me comprend vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi, » dit-il, les larmes aux yeux. Mais Mariana resta ferme. Malgré la douleur de le voir ainsi, elle savait que continuer cette relation ne ferait que renouveler le cycle de dépendance. La distance entre eux devint définitive, et avec le temps, Valeria commença aussi à accepter que sa vie sans Alejandro était la seule option pour qu'elle trouve la paix. Au fil des semaines, Alejandro commença à ressentir les effets de la perte de Mariana et Valeria de manière plus profonde. Les jours se transformèrent en une routine monotone où leur absence devenait de plus en plus insupportable. Il tenta de revenir à sa vie d'avant, mais le vide qu'elles avaient laissé le suivait à chaque pas. Finalement, il comprit que sa dépendance n'était pas seulement économique ou affective. Mariana et Valeria avaient été son refuge émotionnel, son soutien, et maintenant, sans elle, il devait affronter la réalité de ses propres manques. Alejandro, bien qu'incapable de s'engager pleinement avec Mariana, avait un schéma très clair. Chaque fois que les disputes concernant son manque d'engagement ou sa relation conflictuelle avec l'alcool s'intensifiaient, il offrait de l'argent ou de l'aide matérielle comme une sorte de paix temporaire. Il savait que Mariana, en dépendant en partie de son soutien financier, se sentait liée à lui. Pour Alejandro, payer les factures et soutenir économiquement le foyer était une manière d'éviter des confrontations sérieuses, une sorte d'indulgence qu'il espérait recevoir en échange de sa contribution. Ainsi, il évitait de faire face aux problèmes profonds de leur relation, surtout ceux liés à son manque d'engagement et à son incapacité à confronter sa famille. C'était un cercle vicieux dans lequel, à chaque paiement ou aide matérielle, Alejandro tentait d'acheter une forme d'immunité face aux critiques de Mariana. Il savait qu'elle attendait plus de lui, un véritable engagement, un effort pour arrêter l'alcool et pour confronter l'influence de sa mère. Cependant, chaque fois que ces sujets émergeaient, il préférait les éviter et les compenser par de l'argent ou du soutien matériel, ce qui, au final, ne faisait qu'enfouir les véritables carences de la relation. Au fond, Alejandro savait que son aide financière n'était pas un remplacement pour l'engagement émotionnel dont Mariana avait besoin, mais il espérait qu'en continuant à fournir ce soutien, elle ignorerait ses failles. Sa relation avec sa mère était complexe et, dans un sens,
oppressante. Alejandro avait toujours ressenti quelque chose dans leur relation mère-fille. Un après-midi, Valeria s'assit devant elle, les yeux remplis de tristesse et de frustration. « Maman, pourquoi je ne peux pas continuer à voir Alejandro? Pourquoi fallait-il que tu le quittes? Il est comme mon père, dit Valeria, la voix tremblante. Mariana inspira profondément, cherchant les mots justes. Elle savait que la séparation avait été dure pour sa fille, mais elle comprenait aussi que cela était nécessaire pour sa propre paix. Mon chéri, je sais qu'il est important pour toi, mais cette relation n'était bonne pour aucun de nous. Alejandro a besoin de temps pour résoudre ses propres problèmes et j'ai besoin de temps pour être moi-même, expliqua Mariana d'une voix douce, espérant que sa fille pourrait comprendre. Bien qu'elle ait essayé de lui expliquer, la relation entre elles commença à se tendre. Mariana remarqua comment Valeria s'éloignait, comment elle semblait contrariée et distante. Autant qu'elle essayait d'expliquer la situation, Valeria la voyait toujours comme la responsable de lui avoir enlevé la figure paternelle qu'elle avait tant désirée. Pendant ce temps, Alejandro, ressentant le poids de la séparation et l'absence de Valeria, commença à réaliser à quel point il dépendait de cette famille qu'il avait construite avec Mariana. La solitude devint insupportable. Par le passé, il avait utilisé sa relation avec Mariana comme une échappatoire, un refuge qui lui permettait de se sentir valorisé et aimé. Mais maintenant, sans elle et sans Valeria, il comprenait combien sa vie était vide. Sa famille, qu'il avait toujours placée en priorité, ne comblait pas ce vide. Sa relation avec sa mère et ses frères et sœurs lui semblait désormais distante et insuffisante. Il tenta de reprendre contact avec Mariana, lui envoyant des messages et des appels, lui demandant de lui permettre de revoir Valeria, de lui donner une autre chance. Mais Mariana, bien qu'elle comprenne la douleur qu'il traversait, savait que lui permettre de revenir ne ferait que renouveler la dépendance et la souffrance. « Alejandro, on ne peut pas continuer ainsi. Ce n'est bon pour aucun de nous. Tu dois apprendre à être seul, à te retrouver sans dépendre de moi ni de Valeria, lui dit Mariana un après-midi avec un mélange de fermeté et de compassion. Alejandro, blessé et confus, ne put que répondre difficilement. Sa voix se brisa alors qu'il lui demandait une dernière chance. « Mariana, j'ai vraiment besoin de Valeria. Elle est comme une fille pour moi. Et toi, tu es la seule personne qui me comprend vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi, dit-il, les larmes aux yeux. Mais Mariana resta ferme. Malgré la douleur de le voir ainsi, elle savait que continuer cette relation ne ferait que renouveler le cycle de dépendance. La distance entre eux devint définitive et avec le temps, Valeria commença aussi à accepter que sa vie sans Alejandro était la seule option pour qu'elle trouve la paix. Au fil des semaines, Alejandro commença à ressentir les effets de la perte de Mariana et Valeria de manière plus profonde. Les jours se transformèrent en une routine monotone où leur absence devenait de plus en plus insupportable. Il tenta de revenir à sa vie d'avant, mais le vide qu'elles avaient laissé le suivait à chaque pas. Finalement, il comprit que sa dépendance n'était pas seulement économique ou affective. Mariana et Valeria avaient été son refuge émotionnel, son soutien, et maintenant, sans elle, il devait affronter la réalité de ses propres manques. Alejandro, bien qu'incapable de s'engager pleinement avec Mariana, avait un schéma très clair. Chaque fois que les disputes concernant son manque d'engagement ou sa relation conflictuelle avec l'alcool s'intensifiaient, il offrait de l'argent ou de l'aide matérielle comme une sorte de paix temporaire. Il savait que Mariana, en dépendant en partie de son soutien financier, se sentait liée à lui. Pour Alejandro, payer les factures et soutenir économiquement le foyer était une manière d'éviter des confrontations sérieuses, une sorte d'indulgence qu'il espérait recevoir en échange de sa contribution. Ainsi, il évitait de faire face aux problèmes profonds de leur relation, surtout ceux liés à son manque d'engagement et à son incapacité à confronter sa famille. C'était un cercle vicieux dans lequel, à chaque paiement ou aide matérielle, Alejandro tentait d'acheter une forme d'immunité face aux critiques de Mariana. Il savait qu'elle attendait plus de lui. Un véritable engagement, un effort pour arrêter l'alcool et pour confronter l'influence de sa mère. Cependant, chaque fois que ces sujets émergeaient, il préférait les éviter et les compenser par de l'argent ou du soutien matériel, ce qui, au final, ne faisait qu'enfouir les véritables carences de la relation. Au fond, Alejandro savait que son aide financière n'était pas un remplacement pour l'engagement émotionnel dont Mariana avait besoin,
mais il espérait qu'en continuant à fournir ce soutien, elle ignorait ses failles. Sa relation avec sa mère était complexe et, dans un sens, oppressante. Alejandro avait toujours ressenti qu'il devait répondre aux attentes de sa mère, qui le maintenait sous un contrôle constant. Chaque décision qu'il prenait semblait devoir passer par le filtre de son approbation. Et bien qu'il tentait d'être un bon fils, la dynamique avec elle le laissait émotionnellement épuisé. Contrairement à Mariana, sa mère n'acceptait ni échec ni concession, et attendait toujours que Alejandro réponde à chacune de ses demandes sans questionner. Cette relation était pour lui une source de stress et d'épuisement, dont il trouvait un soulagement temporaire dans sa relation avec Mariana, qu'il percevait comme une personne plus compréhensive et, d'une certaine manière, plus permissive. Avec Mariana, Alejandro se sentait libéré de cette obligation constante de plaire et de suivre des règles imposées. Il savait qu'elle avait des attentes envers lui, mais Mariana ne le contrôlait pas de la manière dont sa mère le faisait. Cette liberté, bien qu'elle fût ce qui l'attirait chez elle, était aussi quelque chose qu'il exploitait de manière irresponsable. Il utilisait son rôle de pourvoyeur pour éviter d'affronter ses propres défauts, comptant sur le fait que, tant qu'il continuait à aider financièrement, Mariana ignorerait ses absences fréquentes et son incapacité à affronter sa famille. Cette libération qu'il ressentait dans sa relation avec Mariana était devenue un refuge, un endroit où il pouvait être lui-même, sans avoir à suivre la stricte ligne de conduite imposée par sa mère. Après que Mariana ait mis fin à la relation, Alejandro chercha à retrouver ce même type de pardon chez d'autres femmes, essayant de reproduire le même schéma. Il rencontra quelques personnes et tenta d'exercer son rôle de pourvoyeur de la même manière qu'il l'avait fait avec Mariana. Il leur offrait de l'aide financière, des repas au restaurant et un soutien financier, espérant ainsi gagner leur acceptation et éviter tout conflit. Cependant, aucune de ces femmes ne lui accorda le même pardon que Mariana. Au contraire, elles semblaient toutes vouloir quelque chose de plus de sa part. Un engagement sincère, de l'honnêteté et un réel effort pour surmonter ses problèmes. Peu à peu, Alejandro se rendit compte que sa stratégie d'acheter la paix ne fonctionnait pas de la même manière qu'avec Mariana. L'absence de Mariana et Valeria laissa un vide en Alejandro qu'il tenta en vain de combler. Il découvrit que, bien qu'il puisse payer des factures ou être un pourvoyeur temporaire, il n'arrivait pas à créer un lien authentique avec aucune des personnes qu'il rencontrait. La connexion qu'il avait eue avec Mariana ne pouvait pas être reproduite de la même manière, car elle avait été plus qu'une personne acceptant son argent ou son rôle de pourvoyeur. Elle avait été quelqu'un qui, au milieu de ses défauts, lui offrait un espace de compréhension et d'acceptation qu'il n'avait trouvé nulle part ailleurs. En voyant échouer encore et encore ses tentatives de trouver une nouvelle compagne, Alejandro commença à comprendre à quel point Mariana avait été importante dans sa vie. Elle n'avait pas été seulement une compagne sur les plans économiques et affectifs. Avec elle, il avait trouvé un refuge où il pouvait être lui-même sans être jugé, comme cela arrivait avec sa mère. Personne d'autre n'était prêt à accepter cette dynamique, à ignorer ses défauts ou à excuser son incapacité à s'engager. Dans sa quête désespérée, Alejandro se rendit compte que sa dépendance n'était pas seulement matérielle. Il avait perdu la seule relation qui lui permettait, même de manière superficielle, de connaître une paix temporaire qu'il ne parvenait pas à obtenir, même dans sa propre famille. L'histoire de Maria et Alejandro est un exemple de la manière dont une relation amoureuse peut se transformer en une relation de codépendance dans laquelle les deux parties, au lieu de s'aider à grandir, finissent par renforcer leurs carences et dépendances mutuelles. La codépendance est une dynamique complexe, et bien qu'elle soit souvent invisible, elle peut épuiser émotionnellement ceux qui la vivent. Dans ce cas, Mariana s'était habituée à dépendre d'Alejandro pour obtenir un soutien économique et la figure paternelle qu'il représentait pour sa fille. Alejandro, de son côté, dépendait de Mariana pour échapper aux attentes et au contrôle de sa famille, surtout de sa mère, se sentant libre et validé grâce à son rôle de pourvoyeur dans la relation. Selon des experts en psychologie, comme Freud et Jung, cette relation de codépendance a des racines profondes dans la psyché humaine et dans les complexes inconscients que nous traînons depuis l'enfance. Freud, par exemple, explique le complexe d'Oedipe comme un attachement inconscient du fils envers la mère, ce qui peut conduire à un attachement excessif à une figure maternelle. Cet attachement s'était transféré à Mariana,
qui lui offrait l'acceptation et le pardon qu'il n'avait jamais obtenu de sa propre famille. Mariana, quant à elle, vivait également son propre complexe, bien que ce ne fût pas de manière explicite. L'absence d'une figure masculine qui l'aurait soutenue dans sa vie a créé chez elle un besoin de compter sur quelqu'un qui lui offrirait stabilité et protection. Celui qui a étudié le complexe d'Electre expliquait comment les figures absentes durant l'enfance peuvent influencer les relations adultes, poussant les individus à chercher dans leur partenaire le remplacement de ces figures manquantes. Dans le cas de Mariana, Alejandro était devenu le soutien dont elle avait besoin. Bien que sa présence ne fût pas toujours saine, Rolando Goicoechea souligne que l'amour de soi est la première étape pour éviter les relations de codépendance. Pour lui, le véritable amour ne cherche pas à compléter ce qui manque, mais à renforcer ce que nous sommes déjà dans la relation. Dans la relation entre Mariana et Alejandro, chacun cherchait chez l'autre quelque chose pour compenser ses vides personnels. Elle se sentait protégée et stable d'avoir quelqu'un qui comprenait son besoin de sécurité. Lui, en revanche, se sentait validé et accepté, loin du contrôle de sa mère. Cette dynamique, bien qu'elle paraisse bénéfique en surface, ne faisait que renforcer leurs carences internes, les amenant à dépendre de plus en plus d'une relation qui ne satisfaisait pas leurs besoins émotionnels réels. Le danger de la codépendance est qu'elle empêche la croissance personnelle. Selon Carl Rogers, l'amour authentique naît de la liberté et du respect de l'autonomie de l'autre. Cependant, dans la codépendance, l'individu se retrouve piégé dans une dynamique où le bien-être personnel dépend de l'approbation ou du soutien de l'autre. Dans le cas de Mariana et Alejandro, chacun s'accrochait à l'autre pour des raisons différentes, mais dans les deux cas, le résultat était le même. La relation leur permettait d'éviter d'affronter leurs propres problèmes et leur donnait une excuse pour ne pas travailler sur leur propre croissance. La codépendance peut également conduire à des comportements de sacrifice et d'auto-anéantissement. Mariana sacrifiait son bien-être et tolérait le comportement d'Alejandro parce qu'elle dépendait de lui dans certains aspects de sa vie, tandis que lui sacrifiait son authenticité en cherchant à satisfaire sa mère et à compenser son manque d'engagement par des contributions financières. D'après Goicoechea, ce sacrifice n'est pas de l'amour, mais une forme d'esclavage émotionnel. Lorsque l'amour de soi fait défaut, on finit par tolérer l'intolérable par peur de rester seul ou démuni. Un autre aspect important des relations codépendantes est la tendance à rechercher des indulgences émotionnelles par des actes matériels. Alejandro utilisait son rôle de pourvoyeur pour éviter l'engagement et les responsabilités émotionnelles, ce qui lui donnait une sorte de permission pour esquiver les besoins émotionnels de Mariana. Cela est courant dans les relations codépendantes, où l'un des membres utilise des gestes matériels ou de l'aide pratique pour éviter de confronter ses propres défauts ou faiblesses. La relation devient alors un échange où l'aide matérielle remplace la connexion authentique et le respect mutuel. À ce stade, la question devient inévitable. Les relations de codépendance peuvent-elles se transformer en relations saines? Les experts s'accordent à dire que bien que cela soit possible, les deux membres de la relation doivent travailler profondément sur leurs propres carences et développer leur amour de soi. Si seul l'un des deux change, la relation restera insatisfaisante et dysfonctionnelle. Dans le cas d'Alejandro, sera-t-il prêt à confronter sa relation avec sa mère et à développer une indépendance émotionnelle, ou cherchera-t-il quelqu'un d'autre pour combler le vide laissé par Mariana? Il est également important de se poser la question. Mariana devrait-elle lui donner une autre chance maintenant qu'il semble se rendre compte de son erreur? Ou serait-elle celle qui répétait le cycle de dépendance en pensant que son bien-être pourrait encore dépendre de son ex-partenaire? Le public peut se demander si Alejandro réussira à apporter de réels changements, si la relation fonctionnera cette fois, ou si Mariana serait mieux en se concentrant sur elle-même et sur sa propre croissance. L'histoire de Mariana et Alejandro soulève des dilemmes profonds sur l'amour de soi, la codépendance et la valeur de l'autonomie dans les relations. Les prochains chapitres révéleront si, après la rupture, Alejandro trouvera la force de surmonter sa dépendance, ou si, au contraire, il reviendra chercher Mariana comme une forme d'évasion. Quant à elle, décidera-t-elle de reconstruire sa vie sans cette relation? Dynamique de dépendance où elle continuera à répéter le cycle à la recherche de stabilité. Reste attentif, car ce qui vient maintenant sera révélateur et nous permettra de voir jusqu'où vont les effets de la codépendance et s'il est vraiment possible d'en sortir.
Mariana a pris la décision de chercher une aide psychologique après des mois d'insistance de la part de son amie Gloria. Finalement, un matin, elle s'est rendue à la clinique de la ville, décidée à comprendre le piège émotionnel dans lequel elle s'était retrouvée avec Alejandro. La thérapeute, une femme à la voix calme et au regard pénétrant, l'a accueillie chaleureusement et lui a indiqué de s'asseoir sur le canapé. « Alors, Mariana, raconte-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda la thérapeute en l'observant attentivement. Mariana prit une grande respiration et commença à parler, d'abord de manière hésitante, mais ensuite avec plus de confiance. Elle décrivit sa relation avec Alejandro, sa dépendance émotionnelle et financière envers lui, et les allers-retours continus qui avaient remarqué leurs dernières années ensemble. La thérapeute l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes de temps à autre. « Il semble qu'il y ait eu beaucoup de choses que tu as supportées dans cette relation, Mariana. Que ressentirais-tu quand Alejandro te laissait seule pour répondre aux demandes de sa mère ou disparaissait sans explication ?» demanda la thérapeute. Après que Mariana eut raconté l'un des épisodes les plus difficiles, elle répondit « Au début, je me sentais en colère, mais ensuite je crois que je m'y suis habituée. »« Et comment tu justifiais ça ?» demanda la thérapeute en voyant la tristesse dans sa voix. « Je savais qu'il reviendrait et qu'il apporterait de l'argent. Alors j'essayais de ne pas trop faire de scandale. C'était comme si son soutien financier suffisait à justifier son comportement, répondit Mariana avec une légère tristesse dans la voix. La thérapeute la regarda avec une expression compréhensive et réfléchit à voix haute. C'est intéressant, ce que tu dis, Mariana. Il semble qu'à un moment donné, cette relation soit devenue un échange. Alejandro te donnait ce soutien financier et toi, comment le compensais-tu? Mariana resta silencieuse, surprise par la question. Elle n'y avait jamais pensé de cette manière. Après quelques secondes, elle répondit. Je crois que je lui donnais une sorte de foyer, quelque chose qu'il n'avait pas avec sa propre famille. La thérapeute hocha la tête et poursuivit. Alors, on pourrait dire que tu lui as donné une figure de soutien inconditionnel, presque comme une mère qui ne le jugeait pas et ne lui demandait pas trop. Mariana réfléchit un moment avant de répondre. Je suppose que oui. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais je crois que c'est vrai. C'était comme s'il cherchait chez moi l'acceptation qu'il ne trouvait pas chez sa mère. La thérapeute continua d'explorer cet aspect. Et quand il partait, quand il priorisait sa mère ou disparaissait, comment te sentais-tu? Ça te dérangerait-il? Ou tu le justifiais parce qu'il contribuait financièrement? Mariana baissa les yeux et, après un moment de réflexion, admit « Oui, je crois que je le justifiais. » Comme si, chaque fois qu'il me laissait seul, le fait qu'il revienne avec de l'argent compensait ça. Je me disais que c'était suffisant, qu'au moins il accomplissait quelque chose, même s'il n'était pas vraiment présent. La thérapeute la regarda doucement. Alors, Mariana, il est possible que cette relation soit devenue une transaction. Toi, tu acceptais sa contribution financière et lui trouvais en toi un refuge émotionnel. Cependant, il semble que vous aviez tous deux des attentes non résolues qui ont compliqué les choses. Alejandro cherchait une deuxième mère et toi, que cherchais-tu? Mariana soupira, sentant que les paroles de la thérapeute lui ouvraient les yeux sur une vérité inconfortable. Je suppose que je cherchais de la stabilité, une figure masculine pour moi et pour Valeria, et quelqu'un qui m'aide à porter la responsabilité de maintenir une famille. La conversation continua, se profondeur au lendemain de la séance de thérapie. La fille de Mariana, Valeria, participa également à une séance pour traiter sa relation avec Alejandro. Pendant cette consultation, la thérapeute commença à voir des aspects qui n'étaient pas apparus dans les séances de Mariana. En parlant d'Alejandro, Valeria le décrivait avec affection, presque comme si elle parlait d'un grand frère. Alejandro me faisait toujours rire. Parfois, on faisait des bêtises ensemble, comme quand on jouait à cache-cache dans la maison, ou quand il m'apprenait à faire des blagues, raconta Valeria en souriant légèrement, en se souvenant de ces moments. La thérapeute l'observa attentivement et lui demanda « Valeria, tu te sentais comme si Alejandro était un père pour toi ou peut-être quelqu'un de plus proche ?» Valeria hésita un instant avant de répondre. « Parfois, oui. Je pensais qu'il était comme un père, mais la plupart du temps, c'était plus comme, je ne sais pas, comme un grand ami, comme un grand frère. » répondit-il honnêtement. Ce commentaire a déclenché une alerte chez la thérapeute qui commença à relier les points. Lors de la séance suivante avec Mariana,
Elle partagea ses impressions. Mariana, en parlant avec Valeria, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Elle voit Alejandro plus comme un grand frère que comme une figure paternelle. T'en étais-tu rendu compte? Zrenia, demanda-t-elle, tandis que Mariana la regardait, confuse. Pas toujours. Je pensais que Alejandro représentait pour elle quelque chose de similaire à un père, mais maintenant que tu en parles, peut-être bien. Ils avaient une relation très différente de ce que j'imaginais, admit-elle, encore en train de digérer la révélation. La thérapeute marqua une pause avant de continuer. Il est possible que Alejandro ait également vu Valeria comme une sœur cadette plutôt que comme une fille. Et s'il te voyait comme une figure de soutien inconditionnel, comme une seconde mère, cela expliquerait la dynamique de dépendance qu'ils ont développée. Mariana, cette relation ne se basait pas seulement sur l'amour, mais sur des rôles que chacun a adoptés sans s'en rendre compte et qui ont conduit à rendre la relation insensée pour les deux. Mariana sentit que cette interprétation lui offrait une nouvelle perspective. Elle comprit que ce qu'elle ressentait n'était pas seulement de l'amour romantique, mais un mélange de sentiments où elle acceptait le chantage économique en échange d'offrir à Alejandro une sorte de pardon émotionnel, une seconde chance de trouver en elle le refuge qu'il n'avait pas avec sa propre mère. La thérapeute la regarda avec empathie et ajouta « Alejandro a pu s'accrocher à toi non seulement par amour, mais aussi parce que cela lui permettait d'éviter le contrôle de sa mère et de projeter sur toi une figure de soin et de sécurité. Mariana, il est crucial que tu réfléchisses à si cette dynamique de dépendance est vraiment ce que tu veux pour toi. La dynamique familiale entre Mariana et Alejandro s'était construite autour d'une structure inhabituelle et révélatrice. Alejandro ne remplissait pas le rôle de partenaire ou de mari que Mariana recherchait, mais sa présence dans la maison représentait quelque chose de très différent. Il agissait comme un second fils pour Mariana, quelqu'un qui recevait d'elle un soutien de type maternel. Pour Valeria, Alejandro était moins un beau-père et plus un grand frère, quelqu'un avec qui elle partageait des rires et des blagues, mais sans la figure d'autorité ou la stabilité émotionnelle que l'on attend d'un père. Cette configuration laissa Mariana dans une position inhabituelle, où elle assumait elle-même le rôle de mère pour les deux, sans recevoir le soutien d'un partenaire. La thérapeute avait averti de cette dynamique, voyant comment Alejandro dépendait de Mariana de manière presque infantile, cherchant chez elle cette acceptation inconditionnelle qu'il ne trouvait pas dans sa famille. Alors, voici une question cruciale pour toi, qui a suivi de près cette histoire. Qu'est-ce qui était si révélateur dans la vie de Mariana? Pourquoi la dynamique dans laquelle Alejandro se comportait plus comme un second fils et non comme un partenaire est-elle si importante pour elle? Quel impact cela aura-t-il sur son avenir, sur son idée de ce que signifie une relation saine et équilibrée? Est-il possible que Mariana, en comprenant finalement cette situation, prenne des décisions qui changent complètement sa vie? Et comment cela affectera-t-il la relation entre Alejandro et Valeria, qui, plus que beau-père et belle-fille, semblaient vivre comme des frères et sœurs? Reste attentif, car ce qui va être découvert sera fondamental pour comprendre le véritable poids de cette relation dans la vie de Mariana et comment cette nouvelle compréhension influencera son chemin vers une vie émotionnellement épanouie. Après plusieurs semaines de thérapie, Mariana commença à ressentir un soulagement intérieur. Les séances avec la thérapeute l'avaient aidée à explorer et comprendre certains aspects de sa relation passée avec Alejandro. Elle avait révélé des détails qui la faisaient remettre en question sa dynamique avec lui et, peu à peu, la douleur de la séparation devint plus supportable. Cependant, avec ce soulagement vint aussi un sentiment dangereux d'autosuffisance. Elle pensa qu'elle avait peut-être déjà découvert tout ce qu'elle avait besoin de savoir et qu'elle pouvait arrêter la thérapie. La thérapeute lui avait conseillé de continuer, en la prévenant que ce qu'elle avait vécu n'était que le début d'un processus plus profond et plus long. Mais Mariana, se sentant soulagée, décida de ne pas revenir. Avec le temps, la vie quotidienne commença à occuper l'espace de ses réflexions. Son deuxième emploi dans un restaurant la maintenait occupée et, sous de nombreux aspects, la distrayait de l'introspection qu'elle avait commencée lors des séances. C'est dans cet environnement qu'elle rencontra Gabriel, un nouveau collègue de travail. Gabriel était aimable, attentionné, et avait une énergie chaleureuse qui attira rapidement Mariana. Ils commencèrent à discuter. Pendant les pauses,
Ces petits moments devinrent les plus attendus de sa journée. Un après-midi, après une longue journée de travail, Gabrielle lui proposa de l'accompagner chez elle. Mariana accepta, et ce qui commença comme une marche informelle se transforma en une conversation à la fois profonde et légère. Ils parlèrent de leur passé, de leur vie et des rêves qu'ils avaient. Gabrielle semblait la comprendre d'une manière qui la surprenait, et peu à peu l'intérêt de Mariana se transforma en quelque chose de plus. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa porte, il la regarda avec un sourire. « Ça te dirait de sortir dîner un jour ?» « Zrenia » lui demanda Gabrielle avec un regard qui exprimait chaleur et curiosité. Mariana, surprise mais émue, acquiesça. « Avec plaisir. » Les jours suivants furent remplis de messages, de regards et de rires partagés au restaurant. Mariana se sentait rajeunie, comme si chaque conversation avec Gabrielle la rapprochait d'une nouvelle étape de sa vie. Le sentiment de connexion avec lui était rafraîchissant et différent de ce qu'elle avait ressenti avec Alejandro. Lui ne semblait pas avoir les mêmes conflits ou manques, et cela apportait à Mariana un sentiment de paix. Cependant, Valeria n'était pas entièrement satisfaite de la situation. Bien qu'elle ne s'opposât pas ouvertement à la présence de Gabrielle, elle semblait de plus en plus mal à l'aise lorsqu'il était près d'elle. Mariana remarquait comment sa fille évitait ses questions sur Gabrielle ou changeait de sujet chaque fois qu'il l'appelait ou venait la voir au restaurant. Une nuit, alors qu'elles étaient à la maison, Valeria finit par s'exprimer. « Tu ne crois pas que c'est un peu tôt pour ça, maman ? Tu viens à peine de rompre avec Alejandro, dit-elle, sans la regarder directement, tout en jouant avec le bord de son t-shirt. Mariana resta silencieuse un moment, comprenant le poids des paroles de sa fille. Elle savait que Valeria avait encore des sentiments partagés envers Alejandro et que sa proximité soudaine avec Gabrielle pouvait être difficile pour elle. Cependant, elle sentait qu'après tout ce qui s'était passé, elle méritait de se permettre un peu de bonheur. « Je comprends ce que tu ressens, Valeria. Ce n'est pas que je veuille remplacer qui que ce soit, mais Gabrielle et moi ne faisons que nous connaître. Tu n'as pas à t'inquiéter, répondit-elle, essayant de rester calme. Valeria acquiesça, bien que son expression montrait qu'elle n'était pas complètement convaincue. Pour elle, l'idée que sa mère se remette avec quelqu'un était confuse et peut-être douloureuse. La relation entre Mariana et Gabrielle continua à fleurir avec des dîners et des promenades après le travail, mais toujours avec une légère tension dans l'atmosphère familiale. Mariana, encore excitée par cette nouvelle opportunité amoureuse, essayait de ne pas trop penser aux avertissements que son thérapeute lui avait donnés quelque temps auparavant. Mariana avait commencé à sortir régulièrement avec Gabrielle, et chaque sortie était une occasion d'approfondir cette nouvelle relation qui, à bien des égards, semblait différente de son passé avec Alejandro. Gabriel était attentionné et affectueux, mais il y avait quelque chose de subtilement différent dans la dynamique entre eux. La première fois qu'ils sortirent à dîner, ce fut Mariana qui proposa de payer l'addition, pensant qu'il pourrait la refuser. Cependant, Gabriel accepta avec un sourire, remerciant son geste sans aucun signe d'inconfort. Cela éveilla en Mariana un sentiment d'indépendance qu'elle trouva étrangement satisfaisant. En parlant de cela à son amie Gloria, celle-ci lui apporta son soutien sans hésiter. « Écoute Mariana, c'est bien mieux ainsi. Si tu paies, tu n'as pas à dépendre de personne. Tu ne veux pas tomber dans le même piège qu'avec Alejandro, n'est-ce pas ?» lui dit Gloria tandis qu'elle prenait un café dans un petit café. Mariana acquiesça, réfléchissant aux conseils de son amie. Elle sentait que c'était une manière de marquer la différence entre sa relation avec Alejandro et cette nouvelle étape avec Gabriel. Au cours des semaines suivantes, les invitations et les dépenses lors de chaque sortie étaient, pour la plupart, à la charge de Mariana. Chaque fois qu'ils allaient dîner, au cinéma ou à un concert, c'était elle qui prenait l'initiative, et Gabriel, bien qu'il insistât parfois pour payer sa part, finissait par laisser Mariana couvrir la majorité des frais. Une nuit, alors qu'elle se préparait devant le miroir, Mariana se regarda et pensa au chemin parcouru depuis sa relation avec Alejandro. C'était sa vie. Maintenant, elle contrôlait les décisions, les dépenses, et, d'une certaine manière, elle sentait qu'elle avait aussi le contrôle de ses émotions. Elle se rappela les articles de Rolando Goicoechea qu'elle avait lus sur l'amour de soi et comment elle avait adopté beaucoup de ses conseils. C'est ça l'amour de soi dont parlait Rolando, pensa-t-elle en souriant, se sentant remplie de sécurité.
Elle avait été une grande fan de ses idées sur l'autonomisation et l'autosuffisance, et à ce moment-là, elle sentait qu'elle les mettait en pratique. Lorsqu'elle partagea avec Gloria cette nouvelle perspective, son amie la félicita, renforçant l'idée qu'elle était responsable de sa vie et que c'était cela, ce qui importait vraiment. Les temps ont changé, Mariana. Maintenant, ce sont nous les femmes qui avons le pouvoir, et si cela signifie payer nos sorties ou prendre les rênes de la relation, allons-y, dit Gloria en levant sa tasse pour un toast. Chaque fois qu'elle invitait Gabriel, Mariana ressentait une sensation d'empowerment qu'elle n'avait jamais éprouvée avec Alejandro. L'idée que maintenant c'était elle qui était en charge lui donnait une tranquillité qu'elle semblait adorer. Chaque fois qu'elle sortait son portefeuille, elle pensait à combien elle était indépendante, à quel point elle n'avait plus besoin de dépendre d'un homme pour se sentir complète. Parfois, Gabriel tentait d'apporter quelque chose, suggérant de partager la note ou qu'il paierait, mais Mariana, confiante dans sa nouvelle perspective, insistait pour tout prendre en charge. « Ne t'inquiète pas, Gabriel, je paye. J'aime le faire. »« Vraiment ?» lui disait-elle avec un sourire assuré, tandis qu'il la ressentait et remerciait son geste. Cette dynamique s'est installée naturellement et Mariana l'appréciait. Elle sentait qu'elle avait trouvé une formule qui lui permettait d'être dans une relation sans compromettre son indépendance. Même dans plusieurs occasions, lorsque Gabriel ne pouvait pas l'inviter quelque part, car son budget ne le lui permettait pas, Mariana n'hésitait pas à proposer de tout couvrir, renforçant ainsi son sens de l'autonomie. « Ce n'est rien, je m'en occupe », disait-elle avec une confiance qui la surprenait presque. Les semaines passaient, et la relation avec Gabriel continuait d'avancer. À la maison, Valéria remarquait cette nouvelle dynamique et, bien qu'elle ne dise rien, elle commença à se montrer un peu distante. Mariana, concentrée sur sa relation et ce nouveau rôle qu'elle assumait, ne prêtait pas beaucoup attention à l'inconfort de sa fille. Une nuit, alors qu'elle se préparait à sortir avec Gabriel, Valéria l'observa en silence avant de s'approcher. « Maman, tu ne trouves pas ça un peu bizarre? C'est toujours toi qui l'invites, c'est toi qui paies tout. Avant, ce n'était pas comme ça avec Alejandro, dit Valéria avec un mélange de préoccupation et de curiosité. Mariana la regarda surprise par son observation, mais sourit rapidement. « Mon trésor, les choses sont différentes maintenant. Je n'ai besoin de dépendre de personne et c'est une bonne chose, crois-moi. Gabriel et moi avons une relation basée sur l'égalité et il n'y a rien de mal à ce que je veuille l'inviter. Nous ne sommes plus à une époque où seuls les hommes paient, répondit-elle, essayant de la rassurer. Valéria acquiesça, mais le doute restait dans son regard. Bien que Mariana ne le remarquât pas, Valéria continuait de sentir qu'il y avait quelque chose de différent dans cette nouvelle relation, quelque chose qui ne s'adaptait pas complètement. Mais pour Mariana, chaque sortie avec Gabriel était une affirmation de sa nouvelle indépendance. Avec chaque note qu'elle payait et chaque invitation qu'elle faisait, Mariana se sentait de plus en plus sûre de son choix. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc, Gabriel mentionna un événement auquel il aimerait assister, mais en parlant du coût, il se montra un peu gêné. « C'est un peu cher, mais bon, un jour on pourrait y aller », dit-il en souriant de façon décontractée. Mariana, sans hésiter, lui sourit et répondit « Ne t'inquiète pas, Gabriel. J'adorerais qu'on y aille, je m'en charge, dit-elle, pleine de confiance. Gabriel accepta sans trop réfléchir, la remerciant à nouveau. Pour lui, cette dynamique semblait naturelle, et Mariana l'interprétait comme une preuve qu'il n'avait pas peur d'accepter son aide, ce qui la faisait se sentir encore plus empowered. Dans son esprit, c'était la confirmation qu'elle avait laissé derrière elle la dépendance de sa relation précédente. À mesure qu'ils continuaient à sortir, Mariana s'immergeait de plus en plus dans cette nouvelle facette d'indépendance qu'elle pensait avoir atteinte. Elle se rappelait les vidéos et articles de Rolando et se convainquait que c'était ainsi qu'elle devait démontrer qu'elle n'avait plus besoin de personne pour se sentir épanouie. À mesure que la relation entre Mariana et Gabriel avançait, il devenait de plus en plus évident que Mariana avait assumé un rôle dominant. Lors de chaque sortie, c'était elle qui prenait les décisions, choisissait le restaurant, l'heure, le lieu et même la durée du temps qu'ils passaient ensemble. Gabriel proposait rarement quelque chose de différent et quand il le faisait, ses suggestions étaient souvent assez modestes, voire un peu routinières, comme se promener dans le parc ou rester à la maison à regarder un film.
La plupart du temps, c'était Mariana qui animait la relation, en proposant de nouveaux projets ou des activités pour éviter que la relation ne tombe dans la monotonie. Une nuit, alors qu'il consultait le menu dans un restaurant, Gabriel semblait indécis, parcourant la carte comme s'il cherchait quelque chose de précis. Mariana, après l'avoir observé en silence, lui demanda « Que penses-tu si nous commandons une bouteille de vin pour accompagner Zreniya ?» suggéra-t-elle, prenant l'initiative comme toujours. Gabriel acquiesça, mais lorsque l'addition arriva, ce fut Mariana qui sortit son portefeuille la première et, d'un ton désinvolte, dit « Je m'en charge ». Gabriel accepta sans protester, comme si cela allait de soi. Pour Mariana, cette dynamique était devenue un symbole d'autonomisation. Chaque fois qu'elle payait, elle avait l'impression de réaffirmer son indépendance, pensant pour elle-même « Maintenant, je suis l'homme ». Elle aimait cette sensation de pouvoir, d'avoir le contrôle sur la relation, de ne dépendre de personne. Cependant, il y avait une légère gêne, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier, mais qui semblait grandir au fil du temps. Ce modèle se répéta lors de nombreuses sorties. Lors d'une promenade dans un centre commercial, Mariana suggéra qu'ils achètent quelques produits pour un dîner chez elle, et ce fut elle qui décida quels ingrédients acheter et quel vin choisir. Gabriel la suivait en silence, ne donnant pas beaucoup d'avis, lui laissant tout le contrôle des décisions. Elle se sentait satisfaite de mener, mais une partie d'elle commençait à se demander si c'était vraiment ce qu'elle souhaitait. Pourtant, elle continuait à ignorer ses doutes dans ses pensées. Chaque fois qu'elle payait ou prenait les décisions, elle se répétait que c'était ainsi qu'une femme autonome vivait sa vie. C'est comme ça que ça doit être. Maintenant, je suis celle qui dirige, se disait-elle, convaincue qu'elle était sur la bonne voie. Pourtant, la sensation que quelque chose n'allait pas restait présente. Avec le temps, Mariana commença à remarquer que Gabriel, bien que toujours reconnaissant, ne semblait pas disposé à contribuer financièrement de la même manière. Lors d'une conversation informelle, alors qu'ils planifiaient un week-end ensemble, elle suggère qu'ils aillent dans une cabane en dehors de la ville. Il acquiesça, montrant de l'enthousiasme, mais quand Mariana mentionna les coûts, Gabriel se montra un peu évasif. « On peut diviser les dépenses, ou, si tu préfères, je peux m'en occuper, » dit-elle comme toujours. Gabriel sourit et accepta son offre sans réserve, ce qui fit naître une légère gêne chez Mariana. C'était la première fois qu'elle se demandait si Gabriel n'était peut-être pas réellement intéressé à contribuer de la même manière qu'elle. Ce n'était pas seulement parce qu'il gagnait moins ou rencontrait des difficultés financières. Pour une raison quelconque, il semblait préférer ne pas dépenser pour leur projet commun. Dans son esprit, Mariana tenta de se justifier. Peut-être qu'il économise, ou peut-être qu'il n'a pas autant d'argent qu'il en donne l'impression. Mais, à mesure que les occasions où elle payait augmentaient, Mariana commença à remarquer plus de détails. Gabriel parlait parfois de petits luxes qu'il s'offrait pour lui-même, comme acheter un nouvel appareil électronique ou sortir avec ses amis dans des endroits exclusifs. Ces commentaires, bien que subtils, lui firent comprendre que Gabriel avait bien des ressources, mais qu'il les utilisait rarement quand ils étaient ensemble. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café, Mariana proposa d'aller à un concert qu'ils voulaient tous deux voir. Gabriel regarda le prix des billets et, après quelques secondes, dit « C'est un peu cher, mais si tu veux y aller, je t'accompagne. » Mariana, déjà habituée à prendre les choses en main, acquiesça et sortit sa carte pour acheter les billets, ressentant un mélange de satisfaction et une pointe d'inquiétude qu'elle essayait d'ignorer. Pourquoi est-ce toujours elle qui payait ? Pourquoi ne prenait-il jamais l'initiative d'investir dans leur relation ? Ces questions commencèrent à tourner dans sa tête. Bien qu'ils essayaient de ne pas y prêter trop attention, la situation atteignit un point critique lorsqu'une nuit, Gabriel mentionna qu'il voulait acheter de nouveaux vêtements pour une sortie avec ses amis. Mariana l'écouta et, pour une raison quelconque, ressentit une légère gêne. Elle dépensait pour lui et pour leur relation, tandis que lui continuait à investir dans lui-même, sans jamais se proposer de contribuer à leur projet commun. Elle se disait que c'était un symbole de son indépendance, mais chaque fois qu'elle ouvrait son portefeuille, le doute devenait plus fort. Mariana continua de mener la relation en organisant leurs sorties, en prenant les décisions et en payant la plupart du temps. Elle commença à remarquer que Gabriel acceptait tout cela avec naturel, comme si cette dynamique de couple était celle qu'il préférait.
Lorsqu'une fois elle lui suggéra qu'il choisisse le lieu où sortir, Gabriel se montra indifférent. Limitait à proposer des options simples, sans beaucoup d'enthousiasme, laissant à elle la responsabilité de décider et d'organiser. À chaque sortie, cette dynamique se consolidait. Et, bien que Mariana se répétait que c'était quelque chose de bien, un symbole d'empowerment, une voix intérieure lui disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. La relation de Mariana avec Gabriel commença à révéler une vérité inconfortable qu'elle n'avait pas perçue. Dans ses tentatives de se libérer de la dépendance économique de sa relation précédente, elle avait pris un rôle qui lui semblait familier, celui de la mère de son partenaire. Bien qu'elle interprétait au début comme une manifestation d'empowerment, ce schéma se répétait sous une nouvelle forme. Sauf qu'avec Gabriel, la situation était encore plus déséquilibrée. Si Alejandro avait été dépendant d'elle sur le plan émotionnel, Gabriel se contentait de recevoir l'affection et le soutien de Mariana sans rien offrir en retour. Elle, dans son désir d'être une femme indépendante et autosuffisante, était passée de partenaire à une sorte de mère pour ses partenaires, une combinaison de petite amie et de figures maternelles que ceux-ci, consciemment ou inconsciemment, exploitaient. Rolando Goicoechea souligne que l'amour-propre et l'empowerment dans les relations ne doivent pas être confondus avec le fait de porter toute la responsabilité émotionnelle et matérielle de son partenaire. L'amour-propre ne consiste pas à combler les manques de l'autre, ni à assumer le rôle de son soigneur, comme il l'affirme dans ses enseignements. Mais Mariana, dans sa quête d'autonomie, et pour se débarrasser de son rôle de dépendante, était tombée dans un piège émotionnel, celui de penser qu'avoir le contrôle financier et émotionnel la rendait forte. Cependant, cette force la positionnait en réalité dans un rôle de soignante sans réciprocité, où Gabriel acceptait l'affection sans offrir de compromis ni de contribution. Robin Norwood, dans son livre « Les femmes qui aiment trop », explique comment les femmes qui finissent par assumer le rôle de mère pour leur partenaire se sentent souvent piégées dans des relations déséquilibrées. Dans leur désir de donner et d'aider, ces femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'élever émotionnellement leur partenaire, attendant qu'un jour, cette personne grandisse ou mûrisse. Pour Mariana, cette dynamique commença à se reproduire presque sans qu'elle s'en aperçoive. En prenant les décisions, en couvrant les dépenses et en planifiant chaque aspect de sa relation avec Gabriel, elle assumait un rôle qu'elle connaissait bien, mais sous le masque d'une femme autosuffisante. Alejandro, au moins, avait payé le prix de sa dépendance émotionnelle en apportant des contributions financières, ce qui donnait à Mariana une fausse sensation d'équilibre dans son rôle de mère petite amie. Avec Gabriel, la situation était encore plus évidente. Elle couvrait presque tous les aspects de la relation, tandis que lui se contentait de recevoir sans rien donner en retour. Cela créait une dynamique infantile où Mariana était la figure d'autorité, celle qui dirigeait et prenait les décisions, tandis qu'il profitait des avantages sans assumer aucune responsabilité. Comme le dit Norwood, Gabriel était comme une sangsue émotionnelle, profitant de chaque manifestation d'affection et de soutien financier que Mariana lui offrait. Ce rôle de mère petite amie que Mariana assumait la faisait se sentir utile et puissante, mais elle l'enfermait aussi dans une dynamique où elle se sentait de plus en plus épuisée et moins valorisée. Son intuition lui avait déjà signalé que quelque chose n'allait pas, mais elle continuait à confondre l'acte de donner et être généreuse avec celui d'avoir une relation saine et réciproque. La réalité, c'est que Gabriel, étant habitué à l'affection et aux soins sans limite de Mariana, ne voyait pas la nécessité de faire un effort dans la relation. Contrairement à Alejandro, il n'apportait ni soutien financier ni émotionnel, et pendant que Mariana continuait à avancer, cherchant à prouver son empowerment, ce qu'elle faisait en réalité, c'était répéter un schéma de dépendance auquel elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était enchaînée. Elle devenait la figure qui donne sans attendre, perpétuant une relation de mère-fils déguisée en romance. Alors, dis-moi, penses-tu que Mariana se rendra compte qu'elle est piégée dans le même rôle de soignante qu'elle voulait tant éviter? Sera-t-elle capable de voir que son soi-disant empowerment est en réalité une répétition du même schéma de dépendance? Et finalement, combien de temps penses-tu qu'il faudra avant que ce cycle épuisant de donner sans recevoir ne la pousse à faire face à la réalité de sa relation avec Gabriel? Mariana pourra-t-elle construire une relation saine dans laquelle elle n'aura pas à être une mère pour son partenaire? Dans le prochain chapitre,
nous allons découvrir ce qui se passera entre Mariana et Gabriel. Comment réagira-t-elle lorsqu'elle comprendra enfin qu'elle a répété un schéma mère-fils dans ses relations? Sera-t-elle capable de voir clairement cette dynamique qui a marqué ses relations? Et si elle le reconnaît, acceptera-t-elle cette relation telle qu'elle est, ou prendra-t-elle des décisions pour la changer et briser ce cycle? Qu'en penses-tu? Te sens-tu identifié à cette histoire? As-tu vu ces schémas dans tes propres relations ou dans celles de quelqu'un de proche? Que penses-tu que Mariana devrait faire pour laisser derrière elle cette dynamique et commencer à construire une relation plus saine? Nous serions ravis de connaître ton point de vue, alors laisse-nous ton avis dans les commentaires. Et si tu sens que tu veux éviter de répéter ces schémas nuisibles que nous avons vus dans l'histoire de Mariana, nous t'invitons à faire le premier pas vers le changement. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.